Bienvenue à cette exploration des écrits de Denis Baudouin. Aujourd'hui, on se penche sur un chapitre assez fondamental de son essai « Conscience, l'éveil de la matière ». C'est le chapitre 8 qui s'intitule « Raison Oui, et qu'il présente comme le sommet, le 8e niveau d'intégration de la conscience. ». Exactement. Alors, notre objectif, c'est un peu de décortiquer sa vision. Comment il voit la raison, comment elle fonctionne. Et surtout, je crois, ses limites. C'est ça qui est assez surprenant dans son approche. Oui, tout à fait. On a souvent cette image de la raison comme le grand pilote aux commandes, mais Baudouin, lui, il suggère quelque chose de plus nuancé, on va dire. Une hiérarchie plus complexe, peut-être même une sorte d'illusion sur son pouvoir réel. Voilà. Prêt à creuser ça? Alors, commençons par ce qu'il appelle la formalisation. Hmm. Il explique que c'est la capacité de la raison à prendre toutes nos idées un peu floues, les souvenirs, les impressions, Le monde intérieur subjectif, quoi. c'est ça, et à les transformer en concepts clairs qu'on peut manipuler, comme si on donnait une forme solide à des idées un peu gazeuses pour pouvoir les assembler. Tout à fait. Et là, l'outil central, absolument fondamental pour ça, selon Baudouin, c'est le langage. Ah oui, le langage. Le texte insiste énormément là-dessus, sur notre voix intérieure, les mots qu'on utilise, même l'acte d'écrire. En fait, le langage, c'est pas juste pour parler aux autres. C'est pour penser C'est d'abord. ça, c'est l'échafaudage de notre pensée rationnelle. Ça permet de coller des étiquettes, les mots, sur des objets, des actions, des idées abstraites, et après d'enchaîner ces étiquettes de façon logique. Donc, sans cette mise en mots, sans cette structure que donne le langage, notre capacité à raisonner logiquement, étape par étape, elle serait très limitée, voire impossible telle qu'on la connaît. C'est complètement ça l'argument. La raison, à ce niveau-là, elle dépend vraiment de cette capacité à symboliser et à ordonner avec le langage. D'accord. C'est ce qui lui permet de faire des raisonnements complexes, d'aller plus loin que la simple réaction immédiate. Le langage donne vraiment forme et structure à la pensée abstraite. Et en partant de cette base du langage, alors il décrit comment la raison fonctionne, les processus. Il parle de la déduction. Oui, le classique, partir de règles générales pour arriver à des conclusions spécifiques, le syllogisme, tout ça. Voilà. Et l'inverse? Et l'inverse, c'est l'induction. Là, on part d'observations spécifiques, de cas particuliers, pour essayer de dégager une règle générale. Mhm. Et le texte note que l'analogie joue souvent un rôle important là-dedans. Trouver des ressemblances entre différentes situations. Et bien sûr, la démarche scientifique. Formuler des hypothèses, puis les vérifier. Exactement. Poser une supposition, puis voir si les conséquences logiques tiennent la route face à la réalité. Mais il fait une différence intéressante, je trouve, entre ces raisonnements très formels et ce qu'il appelle la réflexion. Plus ordinaire, quoi. Celle qu'on utilise quand on a un choix à faire, on pèse le pour et le contre. Oui, tout à fait. Et c'est là qu'il met le doigt sur une faiblesse de la raison, même dans cette forme plus quotidienne. Ah oui, laquelle? Bah, elle est très forte avec ce qui se mesure, ce qui se compte. L'argent, le pratique, les faits objectifs. D'accord. Mais dès qu'on touche au subjectif, à l'intangible, aux émotions, là, elle perd un peu pied. Elle est moins à l'aise. Voilà. Il y a une phrase dans le texte qui dit quelque chose comme «Son regard calculateur est donc vite démuni pour décider ce qui relève des sentiments». C'est parlant, ça. Elle sait calculer un coût-bénéfice, mais pas la valeur d'une joie. Oui, exactement. Pour ça, elle n'a pas vraiment d'outils. Et d'ailleurs, Baudouin fait une confidence un peu personnelle à ce sujet. Il dit que le fait d'écrire son essai, ça l'a aidé lui-même à approfondir sa propre réflexion, à la rendre plus cohérente. Ah oui, c'est intéressant ça. Comme si l'écriture était une sorte d'entraînement pour la raison, pour l'obliger à structurer même les idées les plus fines. Mais oui, c'est logique. L'écriture, ça force à formaliser, à choisir les bons mots, à organiser les idées en séquence. C'est exactement le mécanisme de la raison dont on parlait. C'est une mise en pratique directe. Voilà. L'écriture comme outil pour clarifier sa propre pensée, pas seulement pour communiquer. Bon, alors là, attention, on arrive à un point peut-être le plus étonnant du chapitre. Hmm. Baudouin affirme que, malgré tout ça, la raison, eh bien, ce n'est pas le vrai centre de décision. Ce n'est pas le grand chef dans notre tête. Ah, voilà le point central et oui, assez radical. Pour lui, croire que notre moi profond, c'est cette voix intérieure rationnelle, c'est une illusion. Une illusion. Oui. Le vrai décideur, celui qui tient les rênes des intentions, des désirs profonds, il serait au niveau juste avant la raison. Celui qu'il appelle le jugement. Le jugement. D'accord. Et c'est quoi la différence alors entre jugement et raison dans sa vision? Qui donne l'impulsion. Qui dit je veux ça ou je fais ça. Et la raison? Elle arrive quand? Elle arrive après.
Une fois que le jugement a décidé. Et son rôle, ce serait celui d'un super responsable com ou d'un avocat interne. Un avocat, c'est-à-dire? Elle trouve les bonnes raisons, la justification logique, l'explication cohérente et acceptable pour une décision qui en fait vient d'ailleurs, d'une source moins verbale, plus viscérale. Il donne un exemple, non? Avec la question «Pourquoi m'aimes-tu?» Oui, exactement. La réponse qu'on va formuler, logique, bien construite, ce serait la raison avocate qui la fabrique, en cherchant des motifs rationnels. Mais le sentiment lui-même, l'élan du jugement, ça échappe souvent aux mots. La raison fournit le discours officiel, en somme. C'est ça. La belle histoire logique. Mais la motivation première, elle vient du jugement. Et donc, l'implication, selon Baudouin, c'est qu'on passe notre temps à rationaliser, après coup, des choix ou des sentiments qui viennent de ce niveau plus profond. C'est assez vertigineux comme idée. Ça voudrait dire que notre impression de contrôle rationnel, elle est peut-être très exagérée. C'est ce que le texte laisse entendre, oui. Et ça expliquerait pourquoi, par exemple, les bonnes résolutions purement rationnelles, genre logiquement je devrais arrêter de fumer, échouent si souvent. Bah oui, La raison peut dire il faut, mais si le jugement avec ses habitudes, ses désirs profonds n'est pas d'accord, eh bien, la décision rationnelle reste lettre morte. il y a un conflit interne. Voilà. Un risque de malaise, dit le texte, quand le jugement se sent forcé par une logique qui ne lui parle pas vraiment. D'accord. Mais attention, il ne dit pas que la raison ne sert à rien, quand même. Ah non, pas du tout. Il lui retire peut-être le rôle de commandant, mais il lui reconnaît des compétences clés ailleurs. Lesquels, par exemple? Elle est indispensable pour la stratégie, pour anticiper, voir les conséquences à long terme, repérer les opportunités, les menaces, imaginer des scénarios. La planification, l'organisation? Exactement. Définir des objectifs, découper en étapes, mettre des priorités, coordonner des actions complexes. Pour naviguer dans le monde, analyser des situations, résoudre des problèmes techniques, elle est irremplaçable. Le point clé, c'est juste de ne pas la confondre avec la source de la volonté ou l'identité. C'est ça, c'est un super navigateur, un excellent planificateur, mais pas forcément le capitaine du bateau. Cette distinction entre raison et jugement, ça nous mène logiquement à une autre question que Baudouin aborde. Qu'est-ce que c'est la vraie compréhension, au-delà de la logique pure? Oui. Et pour lui, comprendre, c'est bien plus qu'accumuler des faits ou maîtriser la logique. La vraie compréhension, elle vient de la capacité à relier les choses. À faire des liens. Voilà, à questionner les infos, à les mettre en perspective les unes par rapport aux autres. C'est une vision plus globale qui intègre les données, les raisonnements, mais aussi les expériences sensorielles, les émotions. Il parle de construire un tableau cohérent. C'est ça. Où tout trouve sa place, en quelque sorte. Et pour y arriver à cette compréhension plus profonde, il parle de lucidité. Alors ça, la lucidité, c'est pas juste voir clair, c'est plus C'est plus, oui. C'est éclairer les zones d'ombre, les nuances, dissiper les illusions, les préjugés, y compris sur soi-même. voir les choses comme elles sont, sans les filtres. Il utilise la métaphore du phare dans le brouillard, je crois. Exactement. Et cette lucidité, elle est particulièrement importante quand elle s'applique à nos propres émotions. Ah oui, pourquoi? Si on comprend d'où vient une colère, par exemple, comment elle fonctionne en nous, on peut mieux la gérer, la canaliser, au lieu d'être juste submergé par elle, ou qu'elle explose en violence. Comprendre l'émotion permet de la désamorcer. Voilà. Le texte dit que la lucidité agit comme un psychologue intérieur, qui observe nos émotions sans juger. Et ça permet de calmer l'orage. Comprendre une émotion, ça la transforme déjà un peu. Intéressant. Et après la lucidité, il y a la sagesse. C'est encore autre chose? La sagesse, telle qu'il l'a décrit, ça intègre la raison et la lucidité, mais ça ajoute deux choses importantes, je dirais, la perspective temporelle et l'humilité. C'est-à-dire, Prendre du recul pour voir les conséquences à long terme, voir la situation dans son ensemble, et aussi être capable de reconnaître ses propres limites, ses biais, ses erreurs passées. une intelligence qui a appris de l'expérience et qui sait qu'elle n'est pas infaillible. C'est tout à fait ça. Compréhension, lucidité, sagesse. On sent qu'on s'éloigne de la simple mécanique logique, là. On va vers une intelligence plus intégrée, plus humaine. Oui, exactement. Ces concepts décrivent une conscience qui ne se contente pas de calculer, mais qui cherche le sens, qui cherche à se connaître elle-même et à agir de façon éclairée et équilibrée. C'est une intégration du savoir, de l'émotion
de la conscience de soi. Et dans cette idée de développement de l'intelligence, il parle aussi de comment on devient bon pour résoudre des problèmes complexes. Il y a des étapes, c'est ça, hein? Oui, il décrit une sorte de cheminement. Ça commence souvent par la perspicacité. La perspicacité. C'est la capacité à remarquer les détails importants, à voir des liens que les autres ratent. D'accord. Et après? Après vient le sens analytique. Décomposer le problème en plus petits morceaux pour mieux comprendre. Ensuite, le sens critique. Ça, c'est essentiel pour évaluer si les infos sont bonnes, si les idées tiennent la route, et pour être souple, envisager d'autres points de vue. Analyser, critiquer. Et ensuite, on remet tout ensemble. Voilà, c'est l'esprit de synthèse. Rassembler les pièces pour avoir une vue d'ensemble cohérente. Et le sommet du processus, ce serait la conceptualisation théorique. Là, on crée des modèles abstraits. C'est ça. Extraire des principes généraux, créer un modèle qui explique le phénomène et qu'on peut appliquer ailleurs. C'est un parcours assez classique, finalement, du développement de la pensée, et il fait un lien avec l'expertise. L'exemple du joueur d'échecs est frappant. Ah oui? L'idée forte, c'est que l'expert, c'est pas forcément celui qui calcule le plus vite ou qui a la meilleure mémoire brute. Non. Et c'est encore une idée un peu contre-intuitive du texte. Pour Baudouin, l'expert, comme le grand maître d'échecs, ce qui le distingue, c'est sa capacité à reconnaître immédiatement des configurations familières. Des schémas de jeu. Exactement. C'est l'expérience accumulée, des milliers d'heures de pratique et de feedback, savoir ce qui a marché ou pas, qui crée une énorme bibliothèque mentale de ces schémas. Donc face à une position, il ne calcule pas tout. Non, il reconnaît un pattern, un motif qu'il a déjà vu. Et il sait, presque intuitivement, quelles suites sont bonnes ou mauvaises. L'analogie qu'il fait avec la reconnaissance d'un visage est très parlante. On ne détaille pas le nez, les yeux, on saisit l'ensemble d'un coup. C'est ça. L'expert ferait pareil avec l'échiquier. D'où la phrase clé, l'expert ne réfléchit pas plus vite, il voit simplement plus loin. Parce qu'il identifie tout de suite des structures que le débutant doit analyser péniblement. Donc l'expertise, ce serait une sorte d'intuition, mais une intuition super entraînée. C'est exactement l'idée. Une intelligence nourrie par l'expérience qui traite des masses d'infos de façon quasi inconsciente en reconnaissant des formes. La vitesse et la profondeur viennent de là, pas d'un calcul plus rapide. Fascinant. Et après avoir exploré ces sommets de l'intelligence cognitive, de l'expertise, Baudouin élargit encore le cadre. Il va vers la spiritualité. Oui, c'est la toute dernière partie du chapitre. Il suggère qu'à un certain stade, la conscience humaine, elle ne cherche plus seulement à comprendre et maîtriser le monde pour des raisons pratiques, survivre, réussir, etc. Elle cherche autre chose. Elle commence à chercher au-delà, vers une perception plus large, une connexion où, comme il dit, l'individuel se fond dans l'universel. Et c'est là, justement, face aux grandes questions, le sens de la vie, qui suis-je vraiment, Dieu, l'univers, que la raison, selon lui, touche ses limites. Elle bute. Oui, elle ne peut pas donner de réponse définitive, prouvée logiquement. Et c'est de cette insatisfaction, de ce manque, que naîtrait la quête de sens. La raison analytique est impuissante face à ces questions ultimes. C'est ça. Et c'est là que la spiritualité peut jouer un rôle, pas forcément comme un dogme, mais comme une démarche pour trouver une orientation, une perspective qui donne du sens, même sans réponse rationnelle finale. Encore une fois, l'image du phare dans la nuit. Oui, une source de lumière intérieure. Mais comment on pourrait faire l'expérience de cette connexion à l'universel? Il parle d'états de conscience particuliers. Il mentionne, oui, des états d'attention profonde, comme ceux qu'on peut atteindre en méditation ou en contemplation. Dans ces moments de calme, de présence intense, il suggère que l'esprit peut parfois percevoir une sorte d'unité sous-jacente, un lien invisible entre soi et l'ensemble du cosmos. C'est une idée très poétique presque. Oui, et profonde. Il résume ça en disant « La matière éveillée à elle-même presse alors sa dimension spirituelle ». C'est beau ça. La conscience issue de la matière qui devient capable de se voir elle-même comme partie d'un tout plus grand. Exactement. Qui transcende les limites de l'ego individuel. Quelle exploration! De la mécanique de la raison avec le langage jusqu'à ses limites face au jugement et à l'émotion, puis l'expertise et enfin cette ouverture sur le spirituel. Si on devait résumer les points clés de Baudouin dans ce chapitre. Alors, la raison formalise la pensée, via le langage et les concepts. Elle utilise la logique, déduction, induction, mais, point crucial, elle n'est pas le chef, c'est le jugement, plus intuitif, émotionnel, qui décide souvent. Et la raison justifie après coup, et elle est forte pour la stratégie et l'organisation. Voilà.
Ensuite, la vraie compréhension demande de relier les choses, d'être lucide, d'intégrer les émotions. L'expertise vient de la reconnaissance de patterns grâce à l'expérience. Et pour finir, face aux grandes questions où la raison bloque, la conscience peut chercher une dimension spirituelle. La grande idée qui ressort, c'est vraiment ça, hein. La raison est un outil hyper puissant, formidable pour analyser et organiser, mais limité. Moins à l'aile avec les émotions, les intentions profondes du jugement et les questions existentielles. C'est ça. Baudouin décrit une interaction complexe, parfois tendue, entre raison, jugement, émotion. Et cette quête humaine de sens, de lucidité, de sagesse. Et peut-être plus. Et pour terminer, une petite réflexion qui découle directement de cette idée de la raison comme conseillère en com du jugement. Hmm. Si on accepte ça, même un peu, comment ça change notre regard sur nos propres justifications au quotidien? Quand on explique logiquement pourquoi on a fait ci ou ça, pourquoi on pense comme ça. Quelle part est vraiment une analyse rationnelle faite avant et quelle part est une belle histoire construite après par la raison. Pour légitimer une décision ou une impulsion qui vient d'ailleurs, de l'intuition, de l'émotion, de ce fameux jugement. Ça invite à un peu d'introspection sur nos motivations réelles, c'est sûr.